Voilà, on est dans un pays qui est complètement étatisé et dont le président renouvelé malheureusement vient de gouverner tout seul pendant 5 ans, quasiment sans le Parlement et sans aucune concertation. Donc il y a une sorte d'urgence vitale à rétablir une forme de contre-pouvoir. Maintenant, quand on parle de contre-pouvoir, il faut faire attention, parce qu'un contre-pouvoir, ça peut être à la fois positif, mais ça peut être aussi aggravant. Donc, avoir une assemblée renouvelée, une assemblée multiple et renforcée dans l'exercice de ses responsabilités, ça nécessite quand même de bien travailler en amont, de réaffirmer les fondamentaux sur lesquels on s'appuie. Et je rejoins la politique d'union de ce point de vue-là, mais en regardant bien en amont l'union des pensées, avant de se perdre, entre guillemets, dans la complexité de l'union des partis et des difficultés à voir sortir tel ou tel candidat. La pression médiatique de ce point de vue-là, elle est extrêmement forte. C'est la première chose que je veux évoquer parce que cette pression médiatique, elle est réelle et elle exerce une sorte de double communication, puisque quand on parle de rassemblement et d'amalgame, entre guillemets, ou de fusion des forces à gauche, eh bien, c'est présenté de manière extrêmement positive pour donner plus de force à ce bloc de gauche. Et quand est évoquée l'union des droites d'une manière ou d'une autre, eh bien, elle est présentée comme un amalgame dangereux pour effrayer les lecteurs. Donc, voilà, je crois qu'il faut qu'on soit conscient aussi des freins auxquels nous devons faire face, et à commencer par le double langage de cette pression médiatique. La deuxième chose, c'est que je pense que les logiques qui ont présidé aux élections présidentielles ne seront pas les mêmes qui régiront les élections législatives. Voilà, aux élections présidentielles, on a eu bien sûr cette pression médiatique très très forte, mais on a eu aussi des logiques d'appareil et ce fameux réflexe du vote utile qui s'est exercé et qui a donné les résultats qu'on connaît. Je pense quand même qu'aux législatives, il y a une chance que, entre guillemets, chacun rentre à la maison. C'est vrai à gauche, notamment pour les écologistes, mais j'espère que c'est vrai aussi à droite, même si le handicap avec lequel nous partons, c'est que cette droite, elle est de fait extrêmement morcelée et donc plus difficile à rassembler. Mais je crois que voilà, nos concitoyens, ils connaissent leurs députés, ils connaissent son rôle. Le député est un personnage qui est une personne politique qui est vraiment beaucoup plus proche d'eux. Et donc, de ce point de vue-là, il y a une logique différente qui est possible. Et notamment, je crois, de réaffirmer les grands fondamentaux de la droite. Moi, je crois que c'est le bon moment de se poser la question. Pourquoi est-ce que l'union des gauches est toujours plus facile que l'union des droites ? Historiquement, on le voit dans l'histoire de la politique française. Je crois que la famille de gauche, elle connaît ses fondamentaux, elle n'en a pas changé. Et ils sont extrêmement néfastes, mais ils ont cette capacité à se rassembler. Et je crois que pour nous, c'est le bon moment de reposer les fondamentaux de la droite pour effectivement pouvoir se rassembler sur ces fondamentaux au-delà des logiques d'appareil qui sont évidemment très compliquées, notamment au sortir du résultat des présidentielles. Quand vous parlez des fondamentaux, est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment encore des fondamentaux ? Alors oui, je pense qu'il y a Et évidemment des fondamentaux. Alors justement, je vais essayer d'en nommer quelques-uns. Allez-y. Oui, non, je pense qu'il y a réellement des fondamentaux qui font, j'allais dire, la droite. Voilà, la colonne vertébrale de la droite. Et ça, c'est à la fois une réalité d'aujourd'hui, mais c'est surtout une réalité historique. Et je pense que la question, c'est de bien les définir et ensuite de pouvoir les porter. Alors, bien les définir, c'est un peu le travail, c'est pas un peu, c'est totalement le travail que fait Jean-Frédéric Poisson via La Voix du Peuple depuis maintenant des années, et encore aujourd'hui avec la revue Le Nouveau Conservateur, qui a pour but vraiment de nourrir ce corpus de pensée pour que l'on sache exactement ce sur quoi on s'appuie et à quoi l'on croit. Dans les fondamentaux classiques de la droite, il y a la liberté. Voilà. La droite défend la liberté, mais concrètement, énormément d'électeurs, de concitoyens et même de responsables politiques ont voté la politique sanitaire avec tout ce qu'elle a supprimé de libertés fondamentales, personnelles ou collectives, sans aucun souci. Quand bien même ils se réclament de droite. Je crois, un autre pilier de la pensée de droite, c'est la décentralisation et le principe de subsidiarité. Dans les faits, beaucoup, ou en tout cas certains partis de familles politiques ou d'électeurs ont approuvé la politique européenne avec toutes ses conséquences
contre la souveraineté des nations ou pour l'enrichissement de quelques-uns au détriment de beaucoup d'autres, etc., etc. Je nommerai aussi comme pilier de la pensée de droite la défense de la personne dans toutes ses dimensions et notamment la défense de sa dignité. Or, on voit aujourd'hui que beaucoup laissent au second plan tout ce qui touche au sujet dit de société, leur préférant une primauté de l'économie, par exemple. Bon, comme si la politique économique dépendait encore d'une politique nationale, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que la famille des conservateurs, qui porte la pensée de droite, elle existe. Cette famille, elle existe, elle a un vrai corpus de pensée, qu'elle redéfinit régulièrement, qu'elle nourrit de la réalité, qui évolue évidemment, mais simplement aucun grand parti, entre guillemets, n'accepte de la porter dans sa totalité. Et on s'aperçoit aujourd'hui que les partis de droite, ils piochent dans ce corpus de pensée, n'en percevant peut-être pas ni l'unité, ni les ressorts fondamentaux. Et ça, c'est très frappant. Et c'est ce qui fait que la droite est complètement morcelée et que, voilà, on parlait tout de suite du Rassemblement national. Bon, clairement, ce que fait Madame Le Pen, c'est tout simplement de protéger son aile gauche en pensant qu'elle rapportera plus de voix qu'une éventuelle ouverture à droite. Bon, c'est un calcul, c'est le sien. Mais de fait, aujourd'hui, il faudrait qu'un grand parti accepte de porter véritablement la pensée de droite dans sa totalité parce qu'en fait, tout est lié. C'est un véritable projet de société. De ce point de vue-là, Éric Zemmour a porté un projet au présidentiel qui était intéressant parce qu'il y avait un discours qui revenait aux causes. C'était pas seulement, vous disiez qu'il y avait des points communs avec le Rassemblement national, oui, mais aussi non. Non, parce que au Rassemblement national, il y a une certaine façon de dénoncer les conséquences de certaines évolutions, alors qu'il y avait chez Reconquête, une tentative d'en dénoncer les causes. Je pense à l'islamisation, etc. Donc de dénoncer les causes des grands maux aujourd'hui qui touchent la France. Donc de ce point de vue-là, il y avait une démarche un peu plus fondamentale et je crois que c'est celle-là qu'il faudrait porter, mais totalement, sans trier et sans en évacuer les partis. Je voulais rajouter un point qui me paraît important, c'est que un des sujets qui préoccupe vraiment, et là pour le coup nos concitoyens sur le terrain, et qui englobe d'ailleurs tout ce qui a été échangé entre vous, c'est le déni de démocratie, mais le déni total de démocratie. Donc avant de savoir si les partis politiques vont survivre, si les jeunes vont accepter finalement d'emboîter le pas de leurs aînés en faisant fonctionner le système tel qu'il existe aujourd'hui, avant tout cela, il y a la nécessité absolue de dénoncer, depuis 5 ans, mais malheureusement, je pense bien avant, un déni total de démocratie, avec une sorte de dictature latente. Toutes les grandes décisions ont été prises sans aucune concertation, et je pense que ça rejoint ce que vous disiez les jeunes, puisque je ne sais pas moi s'il y a plus de droite et de gauche. Sur le plan intellectuel, je crois qu'il y a encore une vraie droite et une vraie gauche. Mais par contre, je pense que dans l'exercice de la politique tel que c'est aujourd'hui, effectivement, c'est créer une espèce d'énorme centre mou qui a dilué, j'allais dire, toute réflexion intellectuelle qui puisse être au fondement de la pensée politique et qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, un grand nombre de concitoyens ne voient plus ni les contradictions, ni les difficultés, vous en nommiez plusieurs avant que je m'exprime, mais en fait, ces contradictions, pourquoi est-ce qu'on ne les voit plus? Parce que tout a été noyé dans ce grand centre mou. La source d'espérance dans tout ça, c'est que nos jeunes, effectivement, en grande majorité, n'ont pas voté pour ce grand centre mou. Ils sont allés chercher des prises de position beaucoup plus radicales et beaucoup plus fortes, que ce soit d'ailleurs à droite ou à gauche, selon peut-être aussi leur culture, etc. Donc ça, c'est une source d'espérance parce que eux, ça veut dire que la question qu'ils posent, c'est quel est mon avenir? Évidemment, c'est le propre de la jeunesse. Mais aussi, qui suis-je? Je le dis parce que ça rejoint la question de l'identité de notre pays, de sa culture, de ses origines, etc. Ça rejoint la question de l'islamisation du pays, qui est quand même une question que les jeunes se sont appropriées. Peut-être qu'ils ne l'ont pas dit aussi fort qu'ils l'auraient souhaité parce que c'est compliqué à dire, mais c'est quand même une question qu'ils se sont appropriées. Et je dirais en guise de guillemets ou de parenthèse que le vote communautaire a pesé très lourd dans les résultats du premier tour de la présidentielle, il ne faut pas l'oublier. Donc ces jeunes-là, ils sont allés chercher des positions beaucoup plus affirmées et je pense que c'est une source d'espérance. Quand vous parliez tout à l'heure de l'analyse sociologique,
je vous rejoins tout à fait, et je pense qu'elle n'est pas seulement une question d'âge, elle est une question de niveau de vie. Oui. Voilà. Qui s'est enrichi depuis le début de la mondialisation en actes, évidemment profondément accéléré par la politique Macron, et qui s'est appauvri. Donc là, il y a un clivage, malheureusement, très fort.